ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cette posture de dépendance, je ne suis pas dépendante de n'importe qui. Je peux avoir 10 gonzesses qui sont prêtes à coucher avec moi, mais je les trouve trop ceci, pas assez cela. C'est celle-là que je veux. Et pourquoi je veux celle-là alors qu'il y en a une très gentille qui ne m'érotise pas? Parce que celle-là, elle me crache à la gueule. Et celle qui me crache à la gueule, elle est 10 fois plus sexy que celle qui me regarde comme moi je regarde celle qui me crache à la gueule. Et c'est tout ça qui se rejoue dans la dépendance affective. Ce sont des blocages de l'enfance qui remontent à la surface et qui te font croire que tu manques de confiance en toi ou que tu n'as pas d'estime de toi. C'est un cas que je retrouve très souvent chez les femmes qui viennent me voir. C'est le mec possessif et jaloux. Ça, c'est un des travers de la dépendance affective. C'est le contrôle. T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Parce que le mec a tellement peur qu'un autre la lui arrache qu'il va il va tomber dans l'extrême. Dépendants affectifs sont des gens qu'on abuse facilement. Parce qu'il suffit de répondre à leurs pulsions en leur racontant l'Eldorado pour ensuite progressivement enlever tout ce qu'on a donné et les voir se tordre de douleur par terre. Bonjour à tous, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Bénédicte Anne sur cette chaîne. Salut Bénédicte, comment tu vas? Ça va, je vais très bien et je suis ravie de ton invitation, je m'en réjouis. Écoute, avec plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bénédicte, Bénédicte est une love coach expérimentée puisqu'elle est dans le milieu depuis maintenant un paquet d'années. Tu peux nous rappeler un peu depuis combien de temps tu exerces ça? J'ai commencé à créer des cafés de l'amour en 2004. J'ai sorti mon premier livre en 2011 et j'ai commencé à faire la coach / thérapeute à partir de 2011. Donc ça fait presque 10 ans que je coach au quotidien des gens qui ont des problématiques amoureuses autour de la dépendance affective, du fait de trouver l'amour, d'être heureux en couple, etc., etc. Ok, super. J'allais te demander de te présenter, mais du coup, tu viens de le faire brièvement. Donc je te remercie. Alors, il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi est-ce que je vous propose de découvrir Bénédicte. Eh bien, tout simplement parce que Bénédicte, entre autres d'être une love coach, elle est une spécialiste de la dépendance affective. Elle traite beaucoup de ce sujet et elle m'a d'ailleurs interviewé. Vous pourrez retrouver le lien de la vidéo de mon interview en description. Et il s'avère en fait que dans mon expérience de coach spécialisé dans l'addiction au porno que j'exerce maintenant depuis 2019, j'ai rencontré beaucoup d'hommes addicts au porno et souffrant notamment de dépendance affective. Moi-même, j'ai souffert de ça pendant ma vie et ce qui impliquait que mes relations sociales et amoureuses, elles n'étaient pas du tout aussi épanouissantes qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet dans cette vidéo pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est la dépendance affective et comment elle vous empêche de réussir à sortir totalement de votre addiction au porno. Parce que, encore une fois, ne plus regarder du porno et ne plus vous masturber, ça ne suffit pas à guérir de votre addiction au porno et à la masturbation. Vous devez aussi prendre du recul sur votre vie et comprendre quelles sont les problématiques actuelles que vous rencontrez et les régler. Parce qu'il est très probable que vous utilisiez encore le porno ou la masturbation pour fuir ces problèmes et combler la souffrance qui vous cause. Donc cela étant dit, pour commencer Bénédicte, j'aimerais te demander qu'est-ce que la dépendance affective d'après toi? Alors, il y a plein de définitions et je pense que c'est vraiment chacun à la sienne. Mais globalement, c'est se retrouver en attente, ce que j'appelle faire le toutou ou la petite chose ou la causette, c'est être comme un chien qui attend que son maître veuille bien lui donner un petit sucre. Alors moi, je donne la papate, comme le demande le maître, et j'attends mon sucre. C'est quelqu'un qui se met en position de ver de terre amoureux d'une étoile. C'est qui regarde l'autre, qui l'idolâtre, qui le part de toutes les qualités du monde et qui attend de cette personne, bien sûr, une réparation. Mais ce qui se passe en général, c'est que plus je suis bovin, c'est le mot que on emploie généralement, enfin que les femmes emploient généralement pour parler des hommes qu'elles rencontrent sur le net. Donc soit il est bovin, c'est-à-dire il est là, il est tout mou, il est tout chose, on en fait ce qu'on en veut, soit c'est un bad boy. Et en général,
elles sont plus érotisées par les bad boys que par les bovins, parce que la posture même de dépendant affectif, et ça marche aussi chez les fils pareil, c'est quand je suis comme ça, ben, on n'est pas respecté. Si je m'humilie au point de faire tout ce que l'autre veut ou de devancer ses désirs pour être accepté, accueilli dans sa vie, alors je vais être comme un animal domestique. Et un animal domestique, on l'aime bien, on est content de l'avoir à côté de soi, on est content de caresser, mais on ne va pas le mettre dans son lion, le roulant des pelles. Donc finalement, l'idée, c'est que je vais me mettre en position, moi, homme, de regarder la femme comme un toutou, et du coup, je vais obtenir le résultat évident qui est coucouche panier. Et donc la première chose, enfin après je ne vais pas rentrer dans les pistes de résolution tout de suite, mais la première chose, c'est de prendre conscience de toutes les fois où, surtout en tant qu'homme, où on est supposé faire le premier pas. Parce que dans la psychologie évolutionniste, l'homme, il est là pour planter sa graine et transmettre la vie en mettant son sexe dans un maximum de vagins pour pouvoir faire un maximum d'enfants. Donc dans la culture du mâle alpha et aussi bien que dans la psychologie évolutionniste, normalement sur Internet et partout, c'est l'homme qui fait le premier pas. Salut, ça va? Et la fille qui répond ou qui répond pas. Et donc, ce qui est difficile dans la posture du dépendant affectif, c'est de faire la part des choses entre la dépendance même qui est genre attends, vas-y, essuie-toi les pieds sur mon dos et bah écoute, t'as envie qu'on fasse un truc ce week-end, tu vois, t'as envie qu'on fasse un truc ce week-end, c'est normal, c'est moi le mec, je propose, la fille me dit oui ou non, mais quand je vois qu'elle répond pas et que je renvoie 3 messages ou que je lui propose un truc encore plus sexy pour lui donner envie, et mettons, je sais qu'elle aime les macarons et je lui dis, bah tiens, j'ai un copain qui dirige une boîte de macarons et il va t'emmener visiter l'usine, tu vois, j'invente une situation. Si tu veux, on y va ce week-end en privé. Pour obtenir le rendez-vous, là, on a franchi la frontière, la fameuse ligne qui fait que tu fais ton job de mec ou tu deviens dépendant. Et pour une fille, c'est dès que le mec, il a l'air acquis, dès qu'il a l'air bovin, ça y est, c'est cuit. En même temps, s'il devient bad boy, c'est pas bon non plus. Tu me dis, ok, bovin, donc ce serait plutôt dépendant affectif. Et donc le contraire, l'opposé, ce serait le bad boy qui fait mine, peut-être de façon voulue ou non, hein, mais qui fait mine de ne pas vouloir s'engager ou quoi que ce soit, ou qui fait mine de finalement de ne pas être intéressé par la femme. C'est ça. C'est-à-dire que le problème du dépendant affectif, c'est que il voit pas la limite entre le job du mec et la dépendance, et que ensuite pour lui le gap d'après, c'est le bad boy, c'est genre j'en ai rien à foutre. Donc il va regarder les bicheurs par exemple, je sais pas si tu connais, c'est des love coach pour hommes, et il va répéter des trucs. Mais en fait, lui, le dépendant affectif, il est mu par quelque chose, une pulsion, comme celle du porno, qui fait qu'il n'est pas capable de faire le bad boy. Et que de toute façon, faire le bad boy, ça va se voir, ça va suinter, ça va dégouliner. Donc lui, ce qu'il faut qu'il apprenne dans un premier temps, c'est à identifier le fait qu'il se met en posture de dépendance et à faire ce que j'appelle la règle du ping-pong, c'est-à-dire quand je donne 10 sous, si l'autre m'a pas donné 10 sous, j'arrête. Genre, je lui propose un truc, elle répond pas. Je sais parce que j'ai plein de coachés hommes qui sont dépendants affectifs et des jeunes, hein. Ça commence à la vingtaine. Et donc, quand le gars envoyait un message et que la fille répond pas, il bouge pas. Et la fille, elle rapplique genre 15 jours après, la bouche en cœur, comme si de rien n'était. Et là, je lui dis, n'attends pas 15 jours parce que ce serait caricatural. Puis, tu as besoin de savoir où tu vas avec elle, mais attends quelques jours. Tu n'es quand même pas coucouche panier, quoi. Tu ne viens pas quand on te siffle. Et donc, tout l'enjeu pour un dépendant affectif, c'est d'arriver à saisir quand il franchit la ligne. Et la deuxième étape, c'est à ne pas se laisser submerger en donnant trop de signes. Parce que plus il va donner de signes, plus il va générer l'effet inverse qu'il désire, à ce qu'il désire. Pour y aller progressivement, moi je voulais te demander comment est-ce que finalement un dépendant affectif il se crée? Comment cette dépendance affective, elle naît chez un homme? Je pense qu'elle naît de la même façon chez un homme ou chez une femme. C'est généralement un gamin, un nourrisson, même un nouveau-né peut-être, hypersensible, qui a besoin de plus d'attention que la moyenne des gens. Et dans certaines familles, t'en as, ils sont là, c'est Terminator, tu vois, ils tracent leur chemin, ils avancent, etc. Et t'en as d'autres, ils ont besoin de plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus féminins ou moins bruts. Tu peux être une petite brute et avoir besoin d'attention, comme tu peux être un garçon qui se languit et être en même temps très demandeur. Donc,
c'est quelqu'un qui a un énorme besoin d'attention et en face, ça répond pas. Soit ça répond pas parce que il y a trop d'enfants, parce que les parents ont trop de problèmes, parce que les parents n'ont pas découvert la spécificité de ce gamin-là, n'ont pas vu qu'il n'était pas comme les autres, que son hypersensibilité, peut-être il la cache, qu'il n'en est même pas conscient. Donc je pense qu'à la base, si on considère que ça commence à la naissance, parce qu'en réalité, je pense que dans le ventre, si l'enfant n'était pas attendu, s'il n'était pas du sexe que les parents voulaient, s'il arrive au mauvais moment, si maman a piégé papa, si papa a forcé maman, tous ces éléments, entre guillemets, pseudo-dramatiques, peuvent faire qu'un enfant, déjà dans la grossesse, va bien comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Donc déjà, ça peut favoriser le climat. Ensuite, une fois à la naissance, il peut y avoir deux postures chez le dépendant affectif. La posture de soumission qui est, en anglais on dit to please, c'est faire plaisir, c'est être au service, c'est être constamment en train d'essayer de satisfaire l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, une nature, mais c'est aussi une éducation. C'est-à-dire que les gamins qui sont malléables vont plus facilement être au service de leur mère, de leur père, voire des deux, ou d'un frère ou d'une sœur exigeant, que les gamins qui sont d'une nature peu malléable. Et quand dans le ventre, tu as bien compris qu'on t'attendait pas, que tu n'étais pas au bon moment, que tu n'étais pas le bon sexe, et qu'en gros, tu vas arriver là et que ça va être la cata, soit tu décides de naître en faisant ouin, ouin, et en t'excusant d'exister, et en rasant les murs, et en faisant plaisir à tout le monde, soit au contraire, tu vas naître en disant « Vous m'attendiez pas ! Vous allez voir qui je suis !» Et tu deviens un gamin qui va faire chier le monde dès son premier cri, pour exister. Et il y en a un qui va exister donc dans la soumission et l'autre dans la rébellion. Ce qui ne veut pas dire que les deux ne seront pas dépendants affectifs. Mais chez le rebelle, la dépendance, elle va tout de suite se contrebalancer par une posture de revanche, comme à sa naissance. Ah, salope, tu me réponds pas, bah tu vas voir. Allez hop, je me fais 15 matchs sur Tinder, et je vais te tromper. Tu vois? Donc lui, il va pas avoir le temps de dire ouf parce que sa dépendance affective, il va l'agir. Alors que le soumis, le gentil garçon, le brave gars, celui qui emmerde personne, qui se masturbe tout seul, qui va jamais être insistant auprès d'une fille, celui-là, au contraire, lui, il a tellement dans sa tête le fait qu'il faut s'excuser d'exister et que peut-être s'il est très gentil, on sera gentil avec lui, qu'il va commettre la pire erreur avec les filles, c'est-à-dire qu'il va se positionner en montrant sa vulnérabilité. Et donc, tout l'enjeu pour lui, mais c'est pas encore. Donc, comment on devient dépendant affectif? Pour résumer, parce qu'on avait une hypersensibilité qui nécessitait un plus grand besoin d'attention, parce qu'on n'a pas été attendu, qu'on n'était pas du bon sexe, qu'on a été le vilain petit canard ou le punching ball d'un des parents, parce que maman a fait croire qu'elle prenait la pilule, et puis comme par hasard, elle est enceinte, et du coup, papa, on lui fait un bébé dans le dos, et elle le traîne devant les tribunaux, parce que papa, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, a forcé un peu maman, parce qu'il est né au moment où l'un des deux trompait l'autre. Je veux dire, il est né à un mauvais moment. Et en gros, son programme, c'est on ne voulait pas, donc tu n'as pas intérêt à la ramener. Parce que déjà qu'on ne veut pas, si en plus tu la ramènes, ce ne sera pas possible. Donc la dépendance affective, elle naît déjà d'un programme qui, à mon avis, est un mélange d'inné, c'est-à-dire de nature, et d'acquis, c'est-à-dire d'éducation. Et dans une famille, par exemple, tu as toujours un rebelle qui se fait tabasser par, en général, le père, même si parfois il y a des mères qui frappent. Et tu as le gentil qui a bien compris en voyant son grand frère se faire matraquer qu'il avait intérêt à filer doux pour pas se faire taper. Donc, il va commencer à filer doux. Et là, il va réagir soit donc en faisant ses coups en douce et en créant une double vie. Donc, il va s'imaginer Superman ou dans le film porno, il va être le roi du harem, il aura toutes ses femmes à ses pieds. Ou alors, il va jouir de l'humiliation. Et donc, si jamais dans les films porno, je suis en train de faire un lien que je trouve intéressant, il avait tendance à s'exciter sur des scénarios dominants, enfin, où il est dominé, il est probable que la dépendance affective va l'amener dans une posture de soumission qui va être complètement naturelle pour lui, dont il ne va pas se rendre compte. Si je comprends bien, tu as dit qu'il y a une part d'acquis, mais surtout une part d'inné, d'accord? Donc finalement, est-ce qu'il y a forcément une part d'inné ou ça peut uniquement venir de l'acquis? C'est le débat inné-acquis, je pense qu'il est
philosophiquement, théologiquement sur le tapis depuis des siècles. Et il n'a jamais d'ailleurs été résolu, puisqu'ils ont fait des expériences en mettant des élèves qui étaient de même niveau dans 3 classes. Tu la connais, cette expérience. On dit à des profs, vous avez la lie de la terre, mais mon pauvre, je vous plains, vous avez que des nazes dans votre classe. Une autre, on lui a dit, oh, vous avez des élèves moyens. Puis une autre, on leur a dit, mais vos élèves, mais c'est les QI du bahut, là, vous allez vous éclater. Et effectivement, à la fin de l'année, les mauvais étaient encore plus mauvais, les moyens étaient moyens, et les supposés bons étaient devenus des flèches. Donc, l'acquis est quand même très important. Et puis, il y a aussi des gamins qui vivent je pense à des gens comme Camus, Albert Camus, avec une mère sourde, un père qui avait été tué pendant la guerre d'Algérie, ou avant la guerre d'Algérie, pardon. Je crois que c'était la guerre de 40. Et je suis plus tout à fait sûre du truc, mais bon, il avait perdu son père, il était élevé par une mère sourde et femme de ménage, et il est né tronche. Tu vois, il est né tronche, et c'est son instinct qui lui a permis de faire des études, etc. Et puis, tu as des familles d'intellectuels ou de musiciens qui font des musiciens. Donc, tu vois, le débat entre l'inné et l'acquis, je pense qu'il n'y a pas de règle, et en même temps, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que la personne, le gars qui nous écoute, là, il est en train de se dire, bon, alors, est-ce que j'étais attendu? Ah putain, ma mère avait déjà eu 4 fils, elle voulait une fille. Tu vois, quand tu as 20 ans, tu ne te poses pas ces questions. Moi, je suis toujours surprise quand je reçois des jeunes ou les enfants de mes coachés. Je leur dis, mais tu avais bien compris qu'après 4 garçons, si tu t'appelles Dominique, c'est peut-être pas par hasard, ou Emmanuel, ou Frédéric, enfin, ça, c'est pas la même orthographe. Et tu as des gamins qui réalisent pas qu'en fait, on a fait un 5e enfant pour avoir le sexe qui manquait. Et tout à coup, ils percutent qu'ils sont du mauvais sexe. Et là, effectivement, comme il y en avait déjà 4, ils s'excusent d'exister parce que merde, ils ont trahi l'ultime essai des parents. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui va se dire, ah oui, c'est vrai, j'étais pas du bon sexe. Ah oui, c'est vrai, mon père, il a abandonné ma mère. Et ma mère, elle a toujours eu une mauvaise relation avec moi, alors que mon petit frère, avec mon beau-père, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que je ressemblais à mon père physiquement. Donc, j'ai été le punching ball de ma mère quand mon frère était l'adoré. Tu vois, il y a des situations extérieures, et puis dans la même situation où l'inné est plutôt la soumission, tu peux avoir une posture où tu vis les mêmes événements, mais quand tu vois que ton petit frère arrive, tu dis, comment le salopard, il a un père, lui, moi, j'en ai pas, mais il va chier, là, et je vais frapper mon petit frère, et je vais pas rater l'opportunité de le mordre ou de lui faire un croche-pied pour me venger, parce que moi, j'ai pas de père, et que je sais pas qui est mon père, parce que ma garce de mère, elle veut pas me dire qui c'est. Et c'est un secret de famille. Et ça, je peux te dire que c'est un truc qui est transgénérationnel. Donc, tu peux avoir dans la même situation où tu aurais dû être soumis, quelqu'un qui réagit en soumission, quelqu'un qui réagit en rébellion. Et tu peux aussi avoir quelqu'un qui est à la base rebelle, mais qui a été tellement frappé par le beau-père, qui va devenir soumis, qui va être cassé, comme on faisait à l'armée avant, on dit on va te briser. C'est pour ça que c'est difficile de généraliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas 500 000 pistes. C'est soit j'avais une nature docile et arrangeante, et ben j'ai suivi mon chemin, soit j'avais une nature rebelle et rentre dedans et jamais je ne me laisserai faire, et j'ai suivi mon chemin, et ensuite je me suis adaptée selon les circonstances. Et selon les situations de la vie que je vais traverser, je vais être rendue tellement foudrage que je vais aller faire des casses et je vais faire toutes les conneries du monde pour obliger mes parents à aller me chercher au commissariat, fumer des joints et compagnie, ou je vais plutôt me masturber tranquillement dans mon coin sans faire de vagues. Comme ça, je rejoue la maltraitance entre moi et moi parce que j'arrive plus à vivre tellement je suis obsédée par mon porno, mais au moins j'emmerde personne et personne ne m'emmerde. Donc tu as aussi celui qui veut s'exposer pour exister, quitte à en souffrir, quitte à faire du camp de redressement comme on fait aux États-Unis, et tu as celui qui va faire tous ses coups en douce. Donc il n'y a pas 500 000 possibilités. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 2. On fait comme ou on fait contre, on rentre dans le moule ou on s'oppose. Et quand on est malin, on joue sur les 2 tableaux. Et là, parfois, ça peut s'appeler de la perversion. Mais je pense que les hommes qui t'écoutent, qui sont accros au porno, c'est pas des mecs retors. Peut-être qu'on pourrait dire, à travers ce qu'ils regardent, qu'ils sont retors. Mais comme on l'a vu dans la vidéo qu'on a déjà faite, il est probable que les choses qui les excitent et la surenchère d'excitation autour de thématiques qui ont besoin d'être de plus en plus intenses sont probablement liées à leur histoire. Globalement, de ce que j'ai compris,
il peut y avoir une part d'inné, une part d'acquis. Donc ça, c'était plutôt dans le passé de la personne. Si on revient ensuite dans le présent, quelqu'un qui est dépendant affectif, est-ce que pour lui, c'est possible de rencontrer un ou une partenaire? Tu peux pas me poser cette question à moi qui suis né le jour de la Saint-Amour, c'est pas possible. Bien sûr que tu peux. Simplement, il faut connaître les règles. Parce que il n'y a pas écrit sur ton front que tu es dépendant affectif. Donc, si tu connais les règles, tu peux gagner du temps dans la rencontre avec la fille et tu peux faire en sorte que ça. Enfin, moi, j'ai vu plein de dépendants affectifs qui trouvaient. Simplement, quand ils étaient là en train de dire je l'appelle, j'en peux plus, je dis non, tu ne bouges pas, tu vas bouffer ton oreiller, tu te mets comme ça, tu te mets du traf-punk dans les oreilles, tu chantes, tu hurles, tu fais ce que tu veux, tu ne bouges pas. Et 1 heure après, ah, elle a répondu, vous aviez raison. Et elle m'a dit oui, et on a rendez-vous demain. Je dis ben voilà. Mais si le gars s'était laissé aller tout seul, il aurait harcelé la fille parce qu'à un moment donné, il est dépassé par le truc. Alors il aurait pensé que 3 messages, c'était pas du harcèlement. Et c'est ça le truc, moi j'arrive à les canaliser avant qu'ils ne déconnent. Parce qu'une fois qu'ils ont déconné, c'est très difficile de remonter la pente. Là où moi, du coup, je me questionne, c'est que justement, dans le domaine de la séduction, il y a de tout, hein, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui vont se concentrer plutôt sur le travail introspectif à l'intérieur de soi, et d'autres qui vont donner des techniques et des phrases d'accroche, et vas-y, va m'aborder 100 femmes, va parler à tant de femmes ou tant d'hommes, etc. Et justement, parfois, j'ai remarqué que moi, c'est ce qui m'était arrivé avant, c'est qu'on se crée un personnage, on se crée une personnalité pour paraître dans l'abondance, dans la séduction, pour paraître occupé, pour paraître pas du tout attaché. Et justement, de ce que tu me dis là, le fait de lui dire bah non, ne fais pas ça, malgré ne va pas lui envoyer un message parce que bah, la personne est dépendante affective. Hein. Du coup, c'est lui dire bah non, finalement, je vais être brut, mais renie ses pulsions, ne les suis pas. Est-ce que c'est uniquement de cette manière-là que tu penses qu'il est intéressant de travailler pour guérir d'une dépendance affective, ou tu penses qu'il y a des choses un peu plus profondes à faire? Parce que je me dis, bah, quelqu'un qui est systématiquement dans cette situation-là, c'est un peu la même chose pour moi que les hommes qui vont rester toujours à cran vis-à-vis de leurs pulsions et qui vont jamais trouver un moyen de ne plus être attiré, de ne plus avoir besoin de la pornographie. Alors que dans l'exemple que tu m'as donné, par exemple, je ressens que cette personne, tu vois, elle est à cran, elle a envie de lui envoyer un message, elle ne le fait pas. Donc on pourrait comparer ça au fait que quelqu'un que je coach, par exemple, est à cran parce qu'il a des pulsions. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un travail plus profond à faire sur le fait de comprendre vraiment pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que c'est possible de surpasser, de surmonter, sans rentrer forcément dans les détails, mais de surmonter ce besoin, tu vois, ce besoin d'attachement et cette peur de soit être abandonné ou soit de se faire rejeter? Je vais essayer de te répondre. Alors d'abord, comme tu l'as dit, c'est qu'une pulsion. Ça veut dire que le moment où tu es là, ah je peux plus, je vais lui écrire, j'ai pas de réponse, je suis angoissée, ça va passer. Ça va passer. C'est ça l'intérêt de la pulsion. Et par rapport au porno, le porno, il faut que tu passes à l'acte. Alors que là, si tu arrives à contenir ta pulsion, une fois qu'elle est passée, tu redeviens serein. Et le travail que je fais, moi, c'est le pourquoi et le comment en même temps. C'est-à-dire que, bien sûr, derrière la pulsion, il y a le pourquoi. Pourquoi je me retrouve dans cette situation. Et derrière le comment, il y a la stratégie. Et je pense que toutes les stratégies sont bonnes. Tu vois, la phrase d'accroche, si elle marche et qu'elle te permet d'avoir une conversation, au bout de 3-4 échanges, tu vas commencer à dire qui tu es. Et finalement, la phrase d'accroche qui t'a permis de rentrer dans l'intimité de l'autre va après progressivement s'estomper pour que tu deviennes, voilà, moi je m'appelle Théo, je suis coach machin, j'habite tel endroit, moi dans ma vie j'aime, je sais pas, le deltaplane, je suis ceinture noire de judo, et mon kiff c'est les Pink Floyd. Ouais, je sais, c'est un peu ringard, c'est le truc de mes parents, mais bon, c'est comme ça. Et la fille te dit, ouais, c'est cool, moi aussi j'ai été élevée au Pink Floyd, et là t'es parti, tu vois. Donc, si tu veux, je pense que les phrases d'accroche, ça peut être très bien.
à partir du moment où ça te fait vaincre ce qu'on appelle la fameuse timidité. Ce moment difficile qui est un mélange de manque d'estime, de besoin de reconnaissance, de peur de l'échec, enfin, de sabotage, de procrastination. C'est en gros, tu sais, le complexe, la grande mode, l'illégitimité, enfin, tous ces trucs dont on entend parler, c'est toujours la même histoire. Alors, pour répondre à ta question, très clairement, toutes les stratégies sont bonnes, aussi bien le pourquoi que le comment. Et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que quand on est dépendant affectif, les mots-clés, c'est solitude, rejet, abandon, besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être submergé par la solitude. Si tu mets la solitude là, que tu définis la solitude comme la partie visible de l'iceberg, tu prends l'ascenseur du temps, tu arrives dans l'enfance, tu te retrouves chez ce petit gamin dont on a parlé tout à l'heure, il a quelques semaines, quelques mois, quelques années, il est là en train de jouer, il est tout seul, son frère est une petite brute, ou son frère a une maladie grave, ou son frère vient de mourir, ou sa sœur vient le pincer, ou il y a un drame dans la famille, peu importe lequel, un oncle qui se fait assassiner, des trucs, tout ça c'est des choses que j'ai entendues. Et le gamin il s'écrase. Et finalement, il se rend compte que ce qui le rend malade, c'est pas le fait qu'elle n'ait pas répondu ou qu'elle mette une demi-heure de trop à répondre, c'est qu'il est submergé par des remugles de l'enfance. Et donc, ce qui le rend malade, et ça, c'est la prise de conscience la plus essentielle, ce qui me rend malade n'est pas ce que je vis, mais ce que ça réveille de mon passé, qui, à l'aune du petit bébé que j'étais, était très difficile à vivre parce que je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas le statut d'adulte qui me permet de dire « Qu'est-ce que tu m'as dit là? Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Tu répètes ça une fois, tarte ta gueule. Et là, c'est pas tarte ta gueule à la récré, tu vois, c'est tarte ta gueule. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cette posture de dépendance, je ne suis pas dépendante de n'importe qui. Je peux avoir 10 gonzesses qui sont prêtes à coucher avec moi, mais je les trouve trop ceci, pas assez cela. C'est celle-là que je veux. Et pourquoi je veux celle-là? Alors qu'il y en a une très gentille qui ne m'érotise pas. Parce que celle-là, elle me crache à la gueule. Et celle qui me crache à la gueule, elle est 10 fois plus sexy que celle qui me regarde comme moi, je regarde celle qui me crache à la gueule. Donc, dans la dépendance affective, pour pouvoir mieux comprendre le mécanisme, il s'agit d'être à la fois dans le pourquoi, qu'est-ce que ça réveille en moi, d'où je viens, quelle est cette solitude ontologique de toujours qui m'a submergée, cette solitude que je trimballe depuis si longtemps, qui fait que je ne me sens pas à la hauteur, etc. Et en même temps, je ne suis pas obligée, en tant que jeune adulte ou jeune ado, de me laisser avoir comme quand j'étais petit, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de sortir de mon berceau, je suis capable de marcher, je suis capable de partir, je suis capable de fuir, je suis capable de bloquer la meuf si elle me fait chier, je suis capable de me respecter. Donc, je vais apprendre à me respecter. Et la base du respect, c'est ce que j'appelle le ping-pong. Tu donnes 10 sous, je donne 10 sous. T'en donnes 20, j'en donne 20. J'en donne 30. Comment? T'en donnes que 2? Ouh, bah, je vais attendre que tu en aies donné 28 avant de t'en redonner un petit peu. Tu vois, c'est vraiment, c'est tout con, ça paraît un peu comme un jeu de comptabilité d'enfant où tu mets des boules d'un côté, les rouges et les jaunes, et puis ça fait pencher la balance. Mais c'est un peu ça l'idée. En fait, notre relation amoureuse, Pagnol disait ça dans La Piste aux étoiles. La relation amoureuse, c'est comme un compte en banque. Et si tu as plein d'argent sur ton compte et que l'autre n'en a pas et qu'il te prend tout ton argent, tu n'as plus rien. Ouais. Okay. Et non, c'est la prière aux étoiles. Bref. Donc, c'est vraiment important d'être conscient à chaque fois. Alors, la conscience, je ne veux pas dire qu'on arrive à se contrôler. Mais quand tu te rends compte que c'est toujours dans le même sens que ça se passe, parce qu'en général, ce qui se passe avec les femmes quand tu es un garçon dépendant affectif, ça se passe aussi parfois avec les potes, ça peut se passer avec la famille, ça peut se passer avec le boulot. Tu vois, par exemple, dans la queue, tu laisses passer quelqu'un devant toi alors que tu as fait la queue pendant une demi-heure. Ou alors, tu es celui qui grille. Dans la même queue, tu as celui qui arrive la bouche en cœur et qui passe devant tout le monde des doigts dans le nez, qui est tellement gonflé que les gens disent « Ah bah, il est gonflé celui-là !» Mais personne ne branche. Et ça marche. Je l'ai fait l'autre jour pour tester. Je suis passée. J'ai un peu râlé, mais je suis passée. Et j'ai économisé 2 heures de queue. Tu vois, et puis parfois, je me mets au bout, puis j'attends mon truc avec un bouquin. Ce que je veux dire, c'est que ta posture dans la vie, c'est toi qui l'as définie. Quand tu es suffisamment grand, et quand je dis grand, je dis à partir du moment où tu es capable d'être entendu par un juge, je vais dire 14 ans, peut-être 12 ans même. À partir du moment où tu as 12, 13, 14 ans, tu commences à savoir ce que tu veux. Et alors, plus tu avances en âge, plus tu sais ce que tu veux. Et
tu peux apprendre à te faire respecter quand tu as les moyens de le dire avec des mots. Et quand tu es petit, que tu vis une injustice, que tu n'as pas encore le langage, ou que tu es tellement traumatisé que là, tu es coincé dans ta prison. Et c'est tout ça qui se rejoue dans la dépendance affective. Ce sont des blocages de l'enfance qui remontent à la surface et qui te font croire que tu manques de confiance en toi ou que tu n'as pas d'estime de toi. En fait, le problème, il n'est pas là. Parce que tu dis, j'ai pas d'estime de moi. Ok, bon, et maintenant, je fais quoi? Bah, comment tu l'as construit, ton estime de toi? T'en sais quelque chose puisque tu l'as fait. Bah, tu commences déjà par te respecter, par te faire respecter. Tu commences à t'occuper bien de toi, à te bien traiter. Et quand tu écris une gonzesse, tu es sur une appli, tu lui écris bonjour, sympa le profil, au fait, comment on fait pour pouvoir goûter à ta fondue savoyarde parce qu'il y avait une fondue, et que la meuf, elle sourit pas, elle te répond pas, tu zappes. Tu lui donnes 3 jours, au bout de 3 jours, tu la bloques. Parce que la nana normale, elle te répond dans les 4 heures, si elle est au boulot peut-être, mais allez, dans la demi-journée, elle te répond. Ah ouais, cool, bah, ma fondue savoyarde, ah, c'était marrant, c'est parce que je suis une fan de ski. Ah tiens, c'est marrant, moi aussi. Tu vois, le dialogue, comme les signes, ça doit être un ping-pong. Ouais, c'est dans la posture aussi. Oui, bah, la posture, c'est aussi, si je décide de me respecter, je me mets dans la posture de celui qui va évidemment se faire respecter. Bah, tu as envie d'en parler un peu, là, je crois. Je le sens. De la posture. Non, c'est juste que il faut avoir à l'état d'esprit aussi de se respecter, comme tu disais, de savoir bien se traiter. Quand on a une interaction avec une femme, par exemple, qui montre des signes peut-être d'irrespect ou de rejet, de clairement aussi se poser, prendre du recul et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans ces situations? Est-ce qu'il y a peut-être un rapport dominé-dominant? Est-ce que moi je suis plutôt en position dominant? Est-ce qu'elle essaye de me dominer par ses mots, par ses gestes, etc. Ça, tu confirmes du coup qu'il faut bien en avoir conscience et ouais, essayer de s'en rendre compte dans les interactions. Tu sais, j'ai inventé la méthode Terminator pour apprendre aux femmes à rencontrer un homme sur une appli. Pour arriver au bon. Il y en a toujours plusieurs. Hein. Bah, si je crée la méthode Terminator pour un gars, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, comme tu es un homme, tu es sur une appli, t'envoies, mettons, tu as une base de... Soit tu es un peu con et tu fais CC, ça va, SAVA, mais comme tu es déjà accro au porno, ou tu l'as été, ou tu es déjà un peu timide, tu vas pas faire CC, ça va. Tu vas quand même faire un petit effort. Mais on ne te demande pas non plus de devenir Proust, hein, on est d'accord. Donc, tu vas écrire un truc de base. Salut, moi, c'est Théo. Alors, tout ce qui n'est pas écrit, j'habite Paris si c'est pas écrit, et je fais ça dans la vie et mon grand kiff, c'est ça. Et toi? Voilà. Et puis, comme tu es un garçon intelligent qui a écouté cette vidéo, tu vas aller chercher dans le profil de la fille, dans les photos, un petit signe qui montre que tu t'es intéressé à elle. Par exemple, je vois que tu as des patins à glace sur la photo, tu sais que j'adore ça, ou tu fais un petit truc qui montre que tu as lu. Tu as envoyé ton truc, il est parfait. Aucune nana ne peut résister à un truc où tu te présentes et tu poses des questions et tu montres que tu as lu le texte. Si la meuf ne répond pas, tu vois, et t'en envoies 10, 20, 30, tu t'en fous. Et tu fais ça comme si tu visitais un appartement, sans affect. Ça répond pas, au bout de 24 heures, tu jartes. Tu jartes. Et tu vas voir que la fille qui te répond, c'est peut-être un peu le boudin, le ton dont personne ne veut. Parce que tu as liké tout le monde en disant, comme ils font tous, tout le monde like tout le monde. C'est pas grave, le ton, il peut t'apprendre quelque chose. Et si tu as un ton le jour où tu rencontres la bonne personne, c'est horrible à dire, mais le ton, il peut t'aider à ça. Parce que parfois, malheureusement, on est un peu le dindon de la farce. Et parfois, on a besoin de soutien. Et qu'est-ce que font les beaux gosses malheureux en amour avec des cruellas qui se renarcissisent sur les applis? Ils se chopent 3-4 nanas qui sont bien, et c'est pas conscient, ils se disent pas je suis no good. Non, mais ils les maltraitent, et à chaque fois qu'ils les maltraitent, ils les vampirisent. Et ils leur prennent leur manne pour pouvoir lutter contre la cruella. Ben, c'est pareil. Si les gentils garçons timides et dépendants affectifs, ou même les grosses brutes dépendantes affectives, ça change pas grand-chose finalement, se comportent avec la méthode Terminator, chaque fois qu'ils vont sentir qu'ils sont en train de se faire bouffer, de trop donner, ils s'arrêtent. Et ce qui est assez amusant, et ça arrive à chaque fois, la fille, elle revient en rampant.
toutes les Cruella que je télécommande, que je téléguide par mes coachés qui sont dépendants, toutes les stratégies que je mets en place par rapport à leur personnalité, ça marche. À tel enseigne que parfois, elles croient que je suis la maîtresse du gars quand c'est pas des jeunes. Pour te dire, parce que en fait, moi, je suis en train de leur apprendre à se respecter et à occuper leur place. Alors, pour revenir à ton dépendant affectif, lui, ce dont il a besoin, c'est de voir qu'il y a une réponse à son texte. Mais c'est pas genre lol, tu vois. Si tu te fends d'un texte et que tu poses une question en parlant de toi, que l'autre te dit lol, tu fais lol point d'interrogation, mais encore, tu lui donnes une chance. Elle te fait lol lol. Fuck. Ok, donc là tu étais plus, enfin, tu as parlé brièvement des applis de rencontres. Moi, j'aimerais te poser une question parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépendance affective, peut-être qui n'en ont pas conscience, qui ne savent pas forcément ce que ça implique dans leur relation et au fond d'eux. Il y en a d'autres qui sont un peu au courant, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment du mal en fait à se construire une estime d'eux-mêmes. Et par exemple, je sais que parfois il y en a qui sont accros au porno et qui n'ont pas construit une estime d'eux-mêmes assez solide, et ils vont s'engager dans un couple. En fait, ils vont s'engager en couple, ils rencontrent c'est ce que j'appelle une sorte d'opportunité par rapport à leur addiction, parce que ils se reposaient notamment sur l'excuse de j'ai pas de copine, donc je suis célibataire, donc je peux bien regarder de temps en temps du porno. Et ils se mettent en couple, ils souffrent toujours de dépendance affective. Bon, leur consommation diminue un peu, voire s'arrête parce que cette opportunité faite, qu'ils nagent dans un fleuve de dopamine, etc. Mais ils n'ont pas réglé leur problème de dépendance affective. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu à quoi ressemble en fait finalement une vie de couple quand tu n'as pas réglé, du côté de l'homme, hein, quand tu n'as pas réglé ta dépendance affective? Alors, elle peut. Le cas, c'est intéressant. Ta question est intéressante parce que c'est un cas que je retrouve très souvent chez des femmes qui viennent me voir. C'est le mec possessif et jaloux. Ça, c'est un des travers de la dépendance affective. C'est le contrôle. T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Parce que le mec a tellement peur qu'un autre la lui arrache, la lui arrache, qu'il va il va tomber dans l'extrême. Ça, c'est l'extrême. Mais dans le couple, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que c'était Balzac qui disait, je crois, dans un couple, ou Zola peut-être, je ne sais plus. Je crois que c'est Zola. Et dans un couple, il y en a toujours un qui souffre et un qui s'ennuie. Celui qui souffre, c'est celui qui aime l'autre plus. Et celui qui s'ennuie, c'est celui qui se laisse aimer. Sauf qu'au fil du temps, que ce soit des relations courtes ou des relations longues, quand je dis courtes, c'est quand même au moins 1 an ou 2, hein, mais au fil du temps, il y a des moments où il y en a un qui aime plus, l'autre qui aime moins, et ça peut changer. Et en fait, ce sont toujours les mêmes moments. Celui qui aime plus, c'est celui qui fait rien et qui attend. Celui qui aime moins, c'est celui qui est super occupé. Par exemple, là, je sors d'une consulte avec une fille, elle rencontre un gars qui lui dit « J'avais 2 boîtes avec le virus, j'en ai perdu une, donc je préfère être honnête avec toi, j'ai moins de fric qu'avant. J'ai une boîte que je relance, donc je fais que bosser. Mais à part ça, je suis motivée pour continuer à se voir. » Tu vois, en gros, il lui a dit à quelle sauce il allait la manger. Et ce qui se passe dans le couple, c'est que celui qui est le plus demandeur est celui qui a le moins d'activité. Et celui qui est le moins demandeur est celui qui a une vie bien riche. Donc, comment tu fais pour avoir une vie bien riche? Soit tu te sacrifies sur l'autel de ton boulot, soit c'est ta boîte et tu te défonces, soit tu vas au foot ou au rugby ou à ton cours de chant, ou si on est en confinement, tu te fais des zooms, tu suis une formation en Zoom. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre celui qui est en demande et celui qui est demandé, c'est juste l'activité. Parce que quand tu es actif, tu n'as pas le temps de regarde, imagine, tu es dépendant affectif, mais tu es tout bib, tu passes ton internat. Soit tu sabotes tes études, et dans ce cas-là, ta dépendance t'aura foutu en l'air. Mais en général, je prends des études exprès un peu difficiles. Soit tu fais que bosser pour avoir l'internat que tu as choisi, et une fois que tu es dans ton internat, tu rentres dans ton nouveau truc, tu as plein de fonctions à prendre, tu dois connaître des gens, mais tu n'as pas le temps d'être dépendant affectif, parce que tu es submergé. Donc, dans le couple, si tu n'as pas une vie à toi, ce que d'autres appellent un jardin secret n'étant pas l'endroit où tu retrouves ta maîtresse, on est bien d'accord.
Mais que ce soit finalement l'endroit où tu te masturbes une fois de temps en temps, si c'est pas 50 fois par jour, que c'est pas frénétique, que ce soit le coup de fil à ton ex, avec laquelle tu sais qu'il n'y aura plus jamais rien, mais c'était ta première et elle va pas bien, et quand tu vas pas bien, elle est là, et tu vas pas le faire devant ta copine qui va te faire une scène. Que ce soit le coup de fil à ta mère parce qu'elle supporte pas que t'appelles ta mère, que ce soit le coup de fil à tes potes qu'elle déteste, que ce soit le coup de fil à une surprise, à je sais pas, une activité que tu as envie de faire, par exemple, tu veux changer de métier et tu veux te former à un truc au deltaplane, par exemple, là, tu n'en parles pas tant que tu n'as pas les infos. Tu vois, avoir finalement ta propre place, c'est ne pas te laisser submerger par ta propre angoisse. Et la plupart des gens qui ont des addictions, quand ils sont occupés, ils n'y pensent pas. Donc déjà, quand je suis en couple, je garde mes activités. Que ce soit me torcher avec mes potes, c'est pas top, mais bon, même si c'est ça, c'est mieux que rien. Parce que ça t'évite pendant ce temps d'y penser. Et si jamais ton manque affectif te submerge au point d'être... parce que parfois, je vois les filles qui sont comme ça, genre, j'arrive plus à respirer, qu'est-ce que je fais? Si t'en es là, il faut consulter. C'est quand même ça la base. Hein. Si tu as des angoisses vraiment très sérieuses, je suis contre les médicaments, mais il faut te mettre soit sous antidépresseurs, soit sur calmant, soit sous anxiolytiques, etc. Tu vois, si tu es submergé par ta pulsion au point qu'elle te fasse rater tes examens ou qu'elle te fasse piquer des crises ou qu'elle te fasse fouiller dans le téléphone de ta copine, il y a un problème. Mais il y a des filles comme ça, tu sais, moi je connais plein de filles qui fouillent le téléphone de leur mec, qui fouillent tout leur emploi du temps, en douce. Hein. C'est un truc, les mecs aussi font ça. C'est vraiment humain à la base. C'est pas quelque chose qui est réservé à des profils spécifiques. Ce sont des comportements qui, à mon avis, font qu'on n'est pas rassuré dans une relation. Et pourquoi je suis pas rassurée dans une relation? Parce que je vais choisir quelqu'un qui ne va pas me rassurer. C'est pour ça que je reviens sur la Cruella d'un côté et la gentille fille de l'autre. La Cruella, elle est érotique parce qu'elle n'est pas rassurante, au même titre que nos parents n'étaient pas rassurants. Et la gentille, elle est tellement acquise qu'elle n'en est pas rigolote. Dans la vie, moi, je pense qu'on fait comme on peut. Et il y a tellement d'hommes qui utilisent mes coachés pour essayer de s'en sortir que je ne vois pas pourquoi, en disant les choses, hein, la seule différence, c'est que moi, je leur fais dire les choses. Genre, je ne sais pas où j'en suis, je sors d'une histoire, on peut démarrer, mais j'avance au jour le jour. Donc là, le gars, il est prévenu. Moi, le gars me dit ça, je lui dis dégage-la tout de suite, elle va se servir de toi. Mais elle le lui a dit. S'il ne veut pas l'entendre, c'est son problème. Alors que souvent, les hommes, eux, ils mentent pour obtenir la fille. Ils disent voilà, je veux construire, je veux faire des bébés, je vais te présenter à mes parents. Comme ça, elle couche avec lui, elle reste avec lui dans l'espoir qu'un jour, il présentera les parents et lui fera un bébé. Puis en fait, il ne le fait pas. Et puis au bout de 3-4 ans, comme elle le presse, il finit par dire bah non, finalement, je ne suis pas prêt. Et là, elle lui dit salaud et elle lui en veut. Mais non, tu as bien vu au début qu'il était mou du genou, quoi. Donc, je dirais que la différence entre les hommes et les femmes dans la dépendance affective, c'est que les hommes sont plus capables de mentir pour obtenir ce qu'ils veulent, et les filles, comme elles ont besoin de se sentir amoureuses, elles vont y aller, tu peux lire dans leur cœur comme si c'était un livre, quoi. Ce qui en fait des proies idéales dans les deux cas pour les abuseurs et les abuseuses. Dépendants affectifs sont des gens qu'on abuse facilement. Parce qu'il suffit de répondre à leurs pulsions en leur racontant l'Eldorado pour ensuite progressivement enlever tout ce qu'on a donné et les voir se tordre de douleur par terre. Ok, eh ben écoute Bénédicte, merci. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors pour tous ceux qui sont encore là, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que les conseils de Bénédicte vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, à liker, à partager la vidéo. Si certaines personnes voudraient aller plus loin avec toi, Bénédicte, qu'est-ce que tu peux leur proposer? Ils vont déjà voir ma chaîne, voir s'ils aiment ma façon de travailler. Ils regardent les vidéos sur la méthode Terminator, sur la dépendance affective, sur la drague au temps du Covid. Et ensuite, ils vont sur mon site, ils prennent un rendez-vous. Mais si on travaille avec moi, il faut être prêt à aller voir un peu plus en profondeur quel a été le moment de l'enfance où on est resté bloqué. Et là, moi, j'ai la capacité d'aller nettoyer les zones abîmées. Parce que le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Et c'est pour ça que c'est violent, les émotions.
dans la dépendance affective. Parce qu'en fait, ce sont des émotions du passé, mais le cerveau, il ne dit pas, ah mais attends, mais là, tu as plus 2 ans, là, c'est bon, t'en as 20, là, t'es libre, t'es pas en tôle. T'es plus sous la coupe de papa et maman, ils sont pas en plein divorce. Et c'est ça le problème. Et donc, quand on va à l'origine, c'est plus facile. Tu vois, autant il y a un travail que je suis pas certaine de savoir faire, c'est le travail sur le porno. Parce que je crois que c'est vraiment, il faut être passé par là pour le connaître. Et la vidéo qu'on a tournée ensemble me montre que c'est pas tout à fait la même chose et j'en suis vraiment consciente maintenant. Mais autant en dépendance affective, la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours la solitude, le manque d'estime de soi, la sensation de rejet, la sensation d'abandon. Et on descend par le couloir du temps et on rencontre toujours un petit garçon qui n'a pas eu sa place, qui a vu ses parents se disputer, qui a vu son père menacer sa mère avec un couteau, qui a été pincé par sa sœur, qui a été abusé par la voisine. Parce qu'il n'y a pas que, tu sais, moi j'ai connu un garçon, un homme, il avait 40 ans à l'époque, sa mère et sa grand-mère lui faisaient des fellations. Tu vois, j'en ai vu qu'un dans ma vie. Mais quand même, tu vois, les garçons aussi qui sont dans la dépendance affective et le truc au porno, parfois il y a peut-être aussi des relations incestuelles avec un des parents. Quand je dis bien un des parents, ça veut dire que, ou un proche. Tu vois, il y a peut-être des explications beaucoup plus basiques, en fait, auxquelles on ne pense jamais. Quand tu as été l'objet de maman, quand tu as dormi dans le lit de maman, tu savais le nombre d'enfants qui ont dormi jusqu'à 13-14 ans dans le lit de leur mère. Tu vois, je me souviens d'un gars, sa mère, quand il avait 5 ans, on lui mettait la main sur le sexe et disait « Tu as une érection ?» elle lui donnait une baffe. Comment tu veux après que le gars il ait une sexualité normale? C'est ce genre de choses qu'on retrouve dans le travail en fait. Et parfois, tu as peut-être quelqu'un là qui nous regarde et qui se dit ah mais oui, bien sûr, et qui va faire le lien. Parfois, il suffit d'un truc qui est dit d'une certaine façon pour que tu l'entendes et tu es libre. Parfois, tu n'as pas envie de remettre en cause le système parce que admettre que tes parents n'ont pas été top, c'est pas facile. Ok, super. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions supplémentaires, Bénédicte. Bien sûr, vous pouvez aussi rejoindre ma formation gratuite pour obtenir 10 vidéos exclusives dans lesquelles je vais vous donner des astuces et des stratégies pour vous libérer de votre addiction au porno et à la masturbation. Ou bien, si votre problème est urgent, bah, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on fasse le point sur vos blocages et ce qui vous empêche d'arrêter le porno. Tous les liens, de toute façon, seront en description. Bénédicte, merci encore pour ta venue. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. À très bientôt. Plaisir réciproque. À très bientôt.